Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de logiciels espions commerciaux avec Étienne Meignier. Bonjour Étienne. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limit Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Paul Amar. Bonjour. Et Hervé Schauer. Bonjour. Alors Étienne, en premier lieu, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, je m'appelle Étienne Meignier, je travaille dans la sécurité informatique, ce qui est plutôt pratique pour ce podcast. Et en fait, j'ai travaillé un peu dans l'industrie il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant que j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé d'abord dans l'industrie, donc audit de sécurité, détection d'intrusion, tout ça. Et après, j'ai commencé à travailler vers 2016 à peu près pour plutôt la détection d'intrusion dans des ONG. Donc j'ai travaillé d'abord avec Citizen Lab et ensuite avec Amnesty International, où là on a fait pas mal de travail de recherche sur la question de logiciels espions commerciaux et notamment de Pegasus. Et maintenant, je fais partie de l'équipe de sécurité d'une ONG qui s'appelle Human Rights Watch. Alors, comment est-ce qu'on peut caractériser un logiciel espion commercial ? Alors c'est assez difficile de trouver un terme qui correspond exactement à ce que c'est, même si c'est un marché qui est assez spécifique. Donc quand on parle de chez espions commerciaux, on parle d'entreprises qui vendent des outils de piratage, donc des virus informatiques, des spyware, à des États, officiellement à des buts de lutter contre le terrorisme et la criminalité, même si, on va sans doute en parler, ça a été largement utilisé pour d'autres fins, et notamment pour cibler des journalistes, des militants, etc. Et donc ça, c'est pas un sujet qui est tout à fait nouveau. Il y a un gros travail de recherche qui est fait, notamment au sein des universités et des ONG sur essayer de comprendre qui attaque les militants et les journalistes, et qui a d'ailleurs pas mal d'overlap avec les publications en sécurité informatique assez traditionnelles du monde de la cybersécurité. Et dans ce contexte-là, assez vite, donc vers à peu près 2012, il y a plusieurs rapports qui ont montré que certains États s'étaient tournés vers des entreprises pour avoir des outils clés en main. Et notamment, donc le premier rapport en 2012 ça a été par rapport à une entreprise allemande qui s'appelait Finfisher à l'époque, qui vendait un outil clé en main qui permettait de pirater des ordinateurs. Et donc ça, c'était un peu le début de la découverte de ce marché-là, qui est très spécifique, mais qui pose beaucoup de questions politiques, puisqu'on fournit des outils de piratage avec Zero Day et tout ce qu'il faut pour permettre de pirater des personnes, des téléphones ou des ordinateurs. Oui, je précise qu'on ne va pas du tout parler de tous les logiciels pour surveiller ses enfants, ses conjoints, etc. Qui est un sujet assez prégnant dans la société, mais qui rentre dans une catégorie complètement différente. Là, on parle bien de logiciels extrêmement chers, extrêmement sophistiqués et destinés uniquement à des professionnels. Voilà, c'est ça. C'est pour ça le terme logiciel espion commerciaux, finalement, on peut l'appliquer à pas mal de choses. Alors, de manière intéressante, il y a quelques overlaps entre ces produits très chers vendus à des professionnels et ce qu'on appelle les stock-aware, donc plutôt des outils qui sont vendus pour espionner sa conjointe, souvent dans des relations assez abusives. Mais effectivement, là, on va parler le sujet. En tout cas, le sujet sur lequel je travaille ces dernières années, c'est vraiment spécifiquement ce marché à destination d'États, spécifiquement, d'ailleurs, qui vendent en général que à des États. En tout cas, c'est le cas pour NSO Group, etc. Et qui vont faire une communication sur des outils très chers, on parle de plusieurs millions de dollars ou d'euros, et qui vont faire une communication sur la lutte contre le terrorisme principalement. Oui, c'est des logiciels de niveau étatique, on peut dire de niveau étatique. Comme ça, on comprend tout de suite que ça n'a rien à voir avec le logiciel du particulier. Alors c'est ça, ouais. Alors on est effectivement, il y a toute une galaxie quand même. La différence, c'est qu'il y a un grand nombre de pays dont la France a priori fait partie, mais qui développent eux-mêmes leurs propres outils. Et en tout cas, au début, quand il y a eu la découverte de ces logiciels vers 2012, donc il y a eu une première génération d'entreprises qui étaient plutôt basées en Europe, avec Hacking Team en Italie et Finfisher en Allemagne. Donc là, c'est à peu près 2010-2015. Et là, le marché, en tout cas, qui a été découvert au début, c'est vraiment des pays du Moyen-Orient, donc des pays qui vont avoir souvent des tendances autoritaires, autocratiques, beaucoup d'argent et pas forcément les compétences pour les développer en interne. Et donc c'est là que ce marché est venu se mettre et qui a commencé à se développer. Alors, il y a eu le piratage de Hacking Team en 2015 qui a vraiment mis la lumière là-dessus. Mais effectivement, au début, ça a commencé en tout cas sur le Moyen-Orient, sur la question des pays du Moyen-Orient qui luttaient pour cibler notamment des militants et des journalistes. Il y a beaucoup d'entreprises sur ce marché. Il y a seulement des gros acteurs qui sont dessus. Comment ça se passe ?
Alors c'est difficile à évaluer. Il y a, je dirais, une 30 à 40 entreprises aujourd'hui maximum, mais c'est assez difficile à évaluer parce que les entreprises font pas très peu de publicité. Alors NSO Group, ça fait partie d'une entreprise qui a commencé à faire de la publicité, qui a essayé de se montrer, de se rendre légitime, donc qui a eu un site web. Mais il y a un grand nombre d'entreprises sur ce marché qui n'ont pas de site web et qui font absolument pas de communication. Donc finalement, on les découvre souvent quand on découvre des attaques informatiques. Et qu'on commence à remonter le fil d'où ça vient. Et donc la plupart de ces entreprises, par exemple, si vous cherchez leur nom, vous allez retrouver les rapports qui indiquent des attaques trouvées contre des journalistes, des militants, et assez peu de communication autour. Alors maintenant, il y a un peu plus depuis 2021, il y a un peu plus de focus, un peu plus de lumière dessus. Donc on en apprend un peu plus, notamment du travail journalistique. Mais non, c'est un assez petit milieu. Je pense que c'est assez proche dans les faits peut-être du milieu qui se crée dans un milieu qui est pas très clair légalement c'est assez proche du milieu des zero day par exemple, où on a des ventes qui sont plus ou moins légales, plus ou moins internationales, et c'est très, très difficile de savoir quels acteurs se situent sur ce marché. Alors justement, quel est le cadre légal? Est-ce qu'il y en a un? Alors le cadre légal est assez flou. Oui, il y en a un. Pas de cadre légal, c'est un cadre légal. Il n'y a pas de cadre légal international. Il y a quand même quelques accords. Il y a les fameux accords Wassenaar qui définissent des technologies qui doivent être contrôlées. Alors et donc un certain nombre d'États, dont l'Union européenne et d'autres, s'engagent à contrôler l'export de ces produits, dont les logiciels espions commerciaux. Donc tout ce qui est tous ces types de virus comme Pegasus, ils sont légalement soumis à des contrôles des exports. Ceci, le contrôle d'export, c'est très limité quand on voit que souvent il y a des discussions où il y a des collaborations entre les États et ces grosses entreprises. Si on parle par exemple de NSO Group qui fait Pegasus, NSO Group est très proche des autorités israéliennes, et a priori, ce qu'on sait de sources journalistiques, notamment un très bon travail de Haaretz là-dessus, c'est que ça a été utilisé comme un outil diplomatique par Israël, notamment au moment de la négociation des accords Abraham et de la normalisation des accords au Moyen-Orient. Et donc, on se retrouve dans une situation où les États qui ont intérêt à les vendre et qui se retrouvent à être, eux, en charge de les contrôler. Et donc, un des gros changements, donc quand il y a eu les publications du rapport Pegasus en 2021, ça a mis beaucoup de lumière sur les abus permis grâce à Pegasus et les produits d'NSO Group. Ça a fait qu'a priori, ce qu'on sait encore, il y a très peu de transparence sur ce contrôle des exports. C'est qu'Israël a limité les exports suite à ces abus, à l'application de ces abus, mais encore une fois, il y a très peu de transparence et on se retrouve dans un cas où on a un État qui peut décider du jour au lendemain de les autoriser ou pas pour des raisons qui n'ont pas grand-chose à voir avec les risques ou les droits humains. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de discussions sur ces exports, et notamment en Europe, puisque c'est une législation européenne. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'en tout cas, ça ne fonctionne pas et que sur toutes ces 15 dernières années dont on parle, et ces dizaines d'abus dont on peut en faire l'historique si vous voulez, la législation des exports était là et pourtant ça a été permis. Et est-ce que tu peux présenter rapidement qu'est-ce que Pegasus, peut-être pour les auditeurs, auditrices qui ne connaissent pas, et quels sont les modes opératoires qui sont en règle générale utilisés par ces logiciels espions commerciaux? Donc Pegasus, c'est le produit de l'entreprise NSO Group. Donc NSO Group est une entreprise israélienne qui vend un produit, donc un virus informatique qui s'appelle Pegasus, clé en main. Donc Pegasus, alors il a la spécificité d'avoir ciblé très tôt les téléphones portables et uniquement les téléphones portables. D'autres entreprises sont sur le marché des ordinateurs et qui va permettre de fournir à des États un logiciel clé en main pour pirater des téléphones portables, Android, iPhone, à l'époque BlackBerry, plus maintenant je suppose, et Windows Phone a sans doute été abandonné. Et alors, l'infection a évolué au cours du temps. Donc, encore une fois, c'est limité, vendu uniquement à des États ou à des organisations étatiques, que ce soit agences de renseignement ou autres. Et alors, le mode d'infection a évolué. Les premières révélations sur les abus de Pegasus, c'est 2016, avec un rapport de Citizen Lab en août 2016, où un militant émirati, Ahmed Mansour, a été ciblé par Pegasus. Donc lui, il a reçu un message sur son iPhone avec un lien, et s'il avait cliqué sur le lien, il y avait là une chaîne d'exploits qui allait exploiter le navigateur, puis exploiter le système d'exploitation, et puis installer Pegasus dans le système. Donc ça, c'était un moment assez choc, puisque c'est la première fois, à ma connaissance, où on retrouvait toute une chaîne d'exploits qui permet de compromettre un iPhone, et on connaît la réputation de sécurité des iPhones. Et donc là, on est donc 2016, et toute la recherche de 2016 à 2018 à peu près, elle se base sur retrouver ces SMS. Donc si on regarde le SMS ou lien envoyé par message, SMS, WhatsApp, Signal, etc. Donc si on regarde tout le travail de recherche qui est fait notamment par Citizen Lab de 2016 à 2018, et notamment les, je crois, 7 ou 8 rapports qui sont faits au Mexique à ce moment-là, le travail qu'ils ont fait, ça a été de chercher des personnes qui pouvaient être ciblées,
de retrouver leur SMS, et grâce à des techniques de threat intelligence, ou analyse de la menace, je ne sais pas quelle est la traduction française. C'est ça. Analyse de la menace, ils ont réussi à retrouver les serveurs de Pegasus et les identifier dans des SMS. Ensuite, vers 2018-2019, il y a un changement, et NSO va commencer à faire des attaques, ce qu'on appelle 0 clic ou 100 clics. Alors il y a plusieurs façons de faire. En 2019, il y a une grosse révélation par WhatsApp qui dit que NSO Group a exploité une faille de sécurité dans WhatsApp qui a permis de pirater 1400 personnes en utilisant un bug de sécurité dans WhatsApp. Et donc là, c'était complètement transparent. Ça prenait apparemment la forme d'un appel et puis d'utiliser des problèmes de parsing côté WhatsApp pour pirater le téléphone. Donc ça, c'est la première partie des attaques sans clic qui se fait vraiment avec des failles côté client. Et de l'autre côté, on a des attaques, ce qu'on appelle par injection de trafic réseau, où là, on va contrôler le réseau de différentes façons pour pouvoir forcer la visite d'une personne vers un site malveillant et exploiter le navigateur et tout. Donc ça, c'est une attaque qu'on a montrée, par exemple, qui a été faite au Maroc en 2019. Il me semble que Jeff Bezos faisait partie des gens qui avaient été attaqués avec la faille WhatsApp, si je me souviens bien, mais ça date il y a quelques années, donc. Bonne question. Alors effectivement, il y a un rapport indiquant que Jeff Bezos aurait été piraté par NSO Group. À ma connaissance, il n'y a eu jamais de preuves techniques amenées pour justifier ça. Une entreprise a fait une analyse de son téléphone et a publié des conclusions qui n'ont jamais été soutenues par des faits. Donc il y a eu à ce moment-là notamment quelqu'un de Citizen Lab qui a fait une réponse à ça en disant voilà ce dont on aurait besoin pour vraiment être sûr que ça s'est passé. Et de mon côté, ça ressemble vraiment à une erreur d'analyse. Et ça ressemble pas du tout à ce qui aurait été fait ou à ce qui aurait été trouvé en termes de forensique si jamais il y avait eu cette attaque. Mais c'est intéressant parce que pendant longtemps, on a retenu la question de Jeff Bezos comme une des cibles. Alors là, il faut rajouter peut-être une chose. NSO Group, mais alors encore une fois, c'est une restriction qui est mise par l'entreprise. Il n'y a aucune législation qui l'impose, mais des restrictions sur les numéros de téléphone qui peuvent être ciblés. Et donc les numéros de téléphone, alors de ce qu'on sait, encore une fois, sur le journalistique, les nouveaux téléphones états-uniens en +1 ne peuvent pas être ciblés. Les nouveaux téléphones de Grande-Bretagne également. Il semble que la Russie et l'Iran soient également impossibles, ainsi qu'Israël. Et depuis apparemment une négociation de la France, encore une fois, on le sait de sources journalistiques, c'est pas du tout des communications officielles, les numéros français sont également bloqués par ça. Donc ça a rajouté aussi à la surprise que Jeff Bezos ait pu avoir été ciblé par Pegasus. Et ces solutions, donc c'est des solutions SaaS, de ce qu'on en sait, est-ce que c'est des applis web où grosso modo les gens ont un compte admin et ils sont en capacité de taper le numéro de téléphone et c'est parti, ou est-ce que c'est des solutions packagées directement chez les États pour pouvoir le faire de manière complètement autonome? Alors c'est un peu des deux. On a du mal à avoir une connaissance. Tout ce qu'on sait, c'est par du travail d'analyse et puis de récupération des maigres travail d'ailleurs des brochures commerciales qu'on a pu trouver. Mais on a du mal à savoir exactement. Il semble qu'il y ait une partie qui soit hébergée chez le client avec des systèmes qu'il faut acheter, installer, et une partie qui soit des serveurs de NSO Group. Et ça, c'est extrêmement important parce que la question qu'il y a derrière, c'est qui contrôle qui peut être ciblé. Et là, NSO Group s'est retrouvé dans une communication qui est assez compliquée en disant de notre côté, d'un côté disant c'est nos clients qui font ces attaques, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font, et en même temps plusieurs fois en affirmant de manière très claire que des personnes n'avaient pas été ciblées. Et donc là, il y a une sorte de double discours, mais qui est extrêmement central dans la question de la responsabilité des NSO Group et dans la question de à quel point NSO Group savait les abus qui étaient permis par ces outils. On a du mal à savoir s'il y a une opacité totale ou si vraiment si NSO Group n'a aucune visibilité, en sachant que de toute façon, toute une partie de l'infrastructure, notamment il y a tout un système d'anonymisation de serveurs. Tout ce système-là est maintenu a priori par NSO Group et les domaines qui sont utilisés, etc., sont aussi maintenus par NSO Group. Encore une fois, ça c'est du travail de recherche. On aimerait bien plus de transparence, mais effectivement, on a très peu d'informations réelles là-dessus. Et pour revenir sur le mode opératoire, tu parlais d'injection réseau. Ça se passe comment ? Alors nous, ce qu'on a trouvé, donc on a fait des recherches quand je travaillais pour Amnesty International en 2019. On a fait des recherches sur le travail d'un journaliste qui s'appelle Omar Radik, un journaliste marocain. Et ce qu'on a trouvé, c'est que on a trouvé une redirection vers un domaine qu'on savait qui appartenait à NSO Group, et puis derrière des traces d'infection. Et au moment où il visitait un site, je crois que c'était un média, Le Parisien, et on voit l'injection, enfin on voit la redirection qui est reçue, une redirection HTTPS, et puis la visite de la page d'infection, et puis derrière les traces d'infection. Alors nous, on voit deux façons de faire ça, qui sont toutes les deux très complexes à mettre en place.
D'une part, il y a un certain nombre d'entreprises qui vendent des outils qui sont des passerelles réseau, qui vont être un peu l'équivalent de ce qu'on peut trouver par exemple dans des bibliothèques pour limiter l'accès, notamment par exemple à des sites pornographiques ou autres, mais qui vont permettre aussi de modifier le trafic. Et pour faire ça à l'échelle d'un État, il faut pouvoir le mettre à des endroits vraiment centraux sur le réseau pour pouvoir voir une large partie du trafic. Donc ça, c'est une première chose qui serait fait à l'échelle vraiment d'un État. On sait que c'est possible puisque, par exemple, Citizenlab a fait un très bon rapport avec un des rares travaux de recherche sur ce sujet qui s'appelle Bad Packet, sur des passerelles, sur des outils comme ça qui ont été déployés en Turquie et en Égypte. Alors en Égypte, a priori, pour injecter de la publicité chez par un certain nombre de fournisseurs d'accès Internet, donc pas que pour des raisons de surveillance. L'autre solution, il y a un certain nombre d'États, il y a beaucoup d'États d'ailleurs qui sont équipés à ce qu'on appelle des IMSI catchers. Donc les IMSI catchers, c'est des fausses stations de base téléphoniques qui vont imiter une station de base, qui vont faire que les téléphones portables autour vont se connecter. Donc ça, c'est relativement facile à utiliser. Il y a beaucoup d'États qui l'utilisent pour identifier le numéro de téléphone, par exemple, des téléphones portables dans une zone. Mais si on supporte également toute l'authentification du réseau téléphonique, on peut tout à fait faire du man in the middle, se retrouver entre le réseau et le téléphone. Dans ce cas, ça serait beaucoup plus ciblé. L'estimation qu'on a fait à ce moment-là, en 2019, quand on a fait cette publication, c'est de dire que dans ces deux solutions de surveillance, c'est pas des solutions qui sont faciles à déployer, c'est des solutions qui sont disponibles réellement qu'à des États. Vous avez investigué les téléphones ? Qu'est-ce qu'on trouve sur un téléphone ? Parce qu'un téléphone, c'est pas un PC. Et en particulier, on dit souvent que tous ces implants ne survivent pas à des reboots. En fait, ils persistent qu'en mémoire. Donc, qu'est-ce qu'on trouve comme traces sur un téléphone et comment on peut les extraire et les exploiter ? Alors, c'est assez difficile. En fait, quand on a commencé à regarder ça et à faire un travail de recherche au Maroc avec Amnesty en 2019-2020, on était vraiment au moment de ce changement. C'est-à-dire que nous, on a commencé en cherchant des SMS, en cherchant des liens envoyés par SMS, WhatsApp, Signal, etc. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on a trouvé d'abord des attaques sur deux militants, un rapport qu'on a publié en 2019. Et donc là, on a trouvé des SMS, on a vu donc là des choses relativement simples. On a trouvé des SMS envoyés, le clic dans les données de navigation, et puis un certain nombre de traces derrière. On s'est aperçu qu'on retrouvait ces traces plus tard sans avoir ces SMS, et c'est là qu'on a commencé à regarder les questions d'attaque zéro clic. Et ça a été un travail de recherche assez compliqué parce que effectivement, on a regardé iPhone et Android, mais on n'a jamais rien trouvé de solide sur Android pour pouvoir prouver ça. Par contre, sur iPhone, on a regardé, alors ça a posé pas mal de défis. D'une part, il y a assez peu d'informations sur téléphone mobile, et les smartphones sont beaucoup plus fermés que ce que sont des ordinateurs, donc on n'a pas d'accès route, etc. On a quand même réussi à récupérer des données notamment par les backups. Et le deuxième problème auquel on s'est heurté, c'est que tout le travail de recherche qui existe, alors une large partie du travail forensique est tourné sur le travail d'investigation de police, c'est-à-dire savoir ce que la personne a fait. Et c'était à l'époque la totalité du travail de recherche forensique sur les smartphones. C'est-à-dire que si vous cherchez forensic smartphone en 2019, vous allez trouver comment extraire les coordonnées GPS pour savoir si la personne était bien là où elle a dit qu'elle était. Par contre, rien du tout sur de la détection d'intrusion. Et donc là, il a fallu qu'on fasse de la recherche à coup d'analyse de fichiers, d'arriver à comprendre, faire des tests sur nos téléphones. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'en un certain nombre de fichiers, en fait, contrairement à Android qui est très axé application, iPhone a un certain nombre de fichiers qui font du travail par processus. Et notamment, par exemple, un des fichiers qui a été central, il y a une base de données qui garde l'historique de l'utilisation des données réseau sur un iPhone, qui permet de savoir si une application utilise trop de réseau et pour le forfait. Et donc, dans cette base de données, on a trouvé des traces de processus et il y avait une indication qui indiquait si le processus était un processus admin ou pas. Et donc là, on a pu faire du tri en disant, d'accord, ce processus-là, c'est pas un processus légitime iPhone, et puis confirmer notamment avec après tout ce qui est timeline. Donc on voyait l'infection et puis on trouve un certain nombre de traces. Donc on a fait Donc ce travail-là, on l'a publié en 2021 sur comment faire un début d'analyse forensique sur iPhone. Et depuis, il a été pas mal complété à travers différentes publications, notamment de Kaspersky et d'autres. Alors, il y a quand même d'autres formes d'investigation numérique sur les téléphones, notamment lorsque les gens ont été arrêtés lors d'une frontière et que leurs appareils ont été fouillés par des tiers pendant parfois plusieurs heures, où des logiciels ont été mis sur l'appareil, et après arriver dans leur pays comme la France par exemple, là il y a une autre forme d'investigation, c'est de comprendre qu'est-ce que la puissance étrangère dans laquelle ils étaient est allée faire sur leur téléphone, combien d'heures ils ont travaillé sur le téléphone. Donc il y a aussi des gens qui ont une autre forme d'investigation. Alors, je pense que ça existait déjà en 2019,
à des degrés divers. C'est beaucoup plus proche que ce que tu recherches, parce qu'il y a quand même beaucoup de pays, par exemple, où on est obligé d'installer parfois une application qui est imposée par le pays sur le téléphone. Et c'est toujours intéressant d'analyser ce que l'application a fait. Alors oui, alors il y a deux choses là. C'est vrai qu'il y a quand même, on peut avoir accès à beaucoup d'applications sur le téléphone en routant ou jailbreakant les téléphones. Ce qui était encore possible quand on a fait l'analyse en 2019, beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Par contre, ça pose un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire que ça peut faire des dégâts sur le téléphone. Il y a certaines applications qui vont ensuite ne plus fonctionner, notamment les applications de banque. Donc nous, on l'a fait dans quelques cas, mais faire des jailbreaks systématiques de téléphone pour récupérer des données juste pour vérifier si le téléphone était piraté, c'est beaucoup trop lourd et beaucoup trop risqué pour que ce soit utilisable. Il faut différencier l'acquisition de l'analyse. Aujourd'hui, il y a des systèmes d'acquisition en béton armé. Donc tout va se jouer sur l'analyse. Alors sur les systèmes d'acquisition, oui, mais nous, on n'y a pas accès en tant qu'ONG. La plupart de ces systèmes, ils sont ou très chers ou accessibles qu'à des États. C'est donc qu'ils sont accessibles qu'à des forces de police et de justice. Heureusement pour nous, ils sont parfois, alors effectivement avec de grosses difficultés avec notre agence bien connue, mais ils sont quand même accessibles aux experts de justice en informatique. Alors oui, complètement. Je pense un certain nombre. Alors il faut voir encore une fois parce que certains produits sont accessibles qu'à des États, enfin qu'à des agences étatiques, donc police, etc. Nous, c'est des outils auxquels on n'a pas pu avoir accès, et de toute façon, ça aurait été compliqué de les utiliser parce que c'est des outils qui créent des dégâts, qui rendent le téléphone difficilement utilisable. Alors à voir selon les outils, mais nous, on n'a pas pu avoir accès à ça. Et sur la partie analyse, effectivement, il doit y avoir, on n'a sans doute pas été les premiers à se poser la question de virus informatique sur des smartphones. Ceci dit, sur iPhone, il y avait à l'époque très peu de cas qui avaient été révélés, et la plupart des cas qui étaient révélés, c'était sous la forme d'application. Sauf que nous, ce qu'on a vu avec Pegasus, c'est que Pegasus, il se met pas sous la forme d'une application comme ça pourrait être sur Android ou sur iPhone. C'est vraiment un processus qui est lancé en tant que route, et des attaques de ce niveau qui aient des droits aussi élevés, on n'en avait pas vu. Et on a eu beau chercher, on a trouvé très peu d'informations publiques dans la question de forensique. Ça veut pas dire que ça n'existait pas, effectivement, mais aussi en tant qu'ONG, on n'est pas forcément connecté avec des agences étatiques qui auraient ces compétences-là. Donc. Et qu'est-ce qui a mis la puce à l'oreille aux personnes pour se dire j'ai été infecté ou j'ai potentiellement été infecté? Est-ce qu'il y a certaines instabilités notables sur les téléphones où voilà, ils se disent bah mince, effectivement là j'ai dû me prendre un lien, j'ai cliqué sur quelque chose et il y a eu un comportement bizarre. Comment ça s'est passé? Alors en réalité, très peu de choses. On trouve de temps en temps des gens qui disent, enfin des recommandations qui disent attention, si votre téléphone perd de la batterie, c'est peut-être que vous avez été piraté. Ça, pour moi, c'est en général des mauvaises indications, parce qu'il y a toujours un moment où la batterie commence à ne plus bien fonctionner et puis tout le monde a l'impression d'avoir été piraté. Et moi, on a eu beaucoup de gens qui sont venus nous voir pour ça. Donc ça, c'est une bonne question. Et là, vraiment, ce qui a été un changement énorme dans ce travail de recherche, c'est que au début, ça a été beaucoup de recherches sur des gens qui reçoivent des SMS bizarres. C'est le cas Ahmed Mansour, par exemple, qui est le premier cas de 2000, qui a été révélé en 2016. Lui avait déjà été piraté ou des tentatives de piratage par plusieurs entreprises. Je pense à quelqu'un qui ne clique sur aucun des liens de messages qu'il reçoit, tellement il doit faire attention, parce qu'il a été ciblé régulièrement. Et d'ailleurs, il est aujourd'hui en prison aux Émirats Unis. Donc ça a été jusqu'à à peu près 2016. Il y a un changement énorme en 2019, parce que quand WhatsApp découvre cette faille de sécurité, non seulement il décide de porter plainte contre NSO Group, mais également il décide d'alerter les personnes qui ont été ciblées. Et donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes partout dans le monde, notamment des journalistes, qui publiquement ont dit « Ah, mais j'ai reçu une notification de WhatsApp, donc je pense avoir été ciblé ». Donc ça a révélé des endroits où on ne le savait pas, notamment le Maroc à l'époque, un certain nombre de personnes l'ont reçu, également en Inde. Et le deuxième changement qui a été énorme, c'est après la révélation du projet Pegasus en 2021, Apple a décidé a fait plusieurs choses, notamment à porter plainte contre NSO Group également, mais a aussi décidé d'envoyer des notifications aux personnes qui ont été ciblées via des attaques qui exploitent leurs services. Donc ce qu'on a vu en 2021, c'est que après les attaques sur WhatsApp, beaucoup de ces attaques zero day sans clic se faisaient en exploitant des services d'Apple, que ce soit iMessage. Donc Apple avait des traces via leur système, notamment des échanges avec des comptes iCloud, etc. Et depuis novembre 2021, ils envoient régulièrement des vagues de notifications à des gens en disant on pense que vous avez été ciblé par des virus avancés. Et ça a été vraiment un changement énorme,
Et la plupart des rapports depuis, par exemple en Thaïlande ou au El Salvador, qui ont été publiés parce que des personnes ont reçu une notification d'Apple et se sont dit mince, qu'est-ce que c'est, se sont rapprochés d'ONG pour avoir ça. Et donc ça, encore aujourd'hui, c'est également le cas, plusieurs parlementaires au Parlement européen qui ont reçu une notification. Il y a beaucoup de scandales qui sont sortis de ces notifications envoyées par Apple. Et ça, c'est extrêmement important déjà de voir l'ampleur qu'il y a, mais de voir aussi que c'est qu'une petite partie sans doute des attaques, puisque ce ne sont que les attaques sans clic qui exploitent des services Apple. Donc tout ce qui est attaque par injection de trafic réseau ou tout ce qui va être des attaques sur Android, par exemple, ça va être complètement invisible pour Apple. Donc on en revient toujours aux mêmes consignes de sécurité, c'est-à-dire ne cliquez pas sur les pièces jointes et les liens inconnus. Alors ça marchait jusqu'à 2018, ce qu'on disait aux gens, mais dès qu'il y a eu le début des attaques zéro clic, on s'est retrouvé confronté à vraiment quelque chose qui disait on ne peut pas, vraiment on n'a plus de solution. Alors c'est pas tout à fait vrai. Sur tout ce qui est injection par trafic réseau, pour le coup les VPN, même si c'est un peu difficile de ramener la question des VPN quand on voit des publicités un peu compliquées ou pas tout à fait claires qui sont faites de temps en temps, mais pour le coup les VPN protègent de ça, puisque si on a un VPN depuis son téléphone vers un serveur à l'extérieur du pays, tout outil qui voudrait faire de l'injection de trafic réseau serait bloqué à cause de ça. Sur les attaques zéro clic qui exploitent des vulnérabilités dans les applications, là, effectivement, on est à poil. Et alors, c'est pas tout à fait vrai. C'est un des arguments pour dire qu'on peut pas avoir qu'une solution technique à ces problèmes. Et c'est pour ça, bon, effectivement, en travaillant au sein d'ONG, on a rarement que des solutions techniques. Mais c'est aussi un des points qui fait dire qu'il faut trouver des solutions politiques et donc des réglementations. Ceci dit, notamment sur iPhone, Apple a quand même fait un travail qui est assez impressionnant en sortant le mode lockdown, qui va faire une sorte de hardening qui va globalement enlever beaucoup de surfaces d'attaque, notamment par exemple bloquer les appels FaceTime pour des gens qu'on ne connaît pas, qui va supprimer des formats de fichiers accessibles par iMessage, tout ça. Donc ça, c'est quand même un changement énorme. Mais ceci dit, toute la période où nous on a fait la recherche pour le projet Pegasus, donc autour du printemps-été 2021, ça a été extrêmement difficile parce qu'il a fallu annoncer à des gens qu'ils avaient été piratés par Pegasus. Donc ça peut être extrêmement dur puisque vraiment on est à poil, quoi. On se retrouve avec quelqu'un a eu accès à tout notre téléphone, donc c'est vraiment difficile. Et en leur disant aussi, en fait, on n'a aucune solution. Et la comparaison que donnait un de mes collègues à ce moment-là, c'est d'avoir l'impression d'être un médecin au moment de la peste, où on va voir les gens un par un, et en vrai, on n'a aucune bonne solution à leur donner. Et on voit juste des gens qui se font pirater, et voilà, ce qu'on a dû dire à pas mal de gens, c'est vous vous êtes fait pirater, et on n'a aucune solution à vous proposer pour que vous ne vous fassiez pas pirater la semaine prochaine. Oh, ma question était un peu une boutade, mais je vois que tu avais une réponse très construite. Est-ce que la solution, c'est de plus avoir de bugs dans les logiciels ? Alors, c'est une question, c'est aussi une boutade, mais je veux dire, que font les éditeurs pour diminuer le nombre de bugs ? Est-ce que ils ont des projets là-dedans ? Est-ce qu'il y a des solutions hardware ? Est-ce que le bug bounty est la solution ? Est-ce qu'il faut tout réécrire en Rust ? Enfin, ou est-ce qu'on est condamné à être victime de failles logicielles tant qu'on aura de l'informatique dans notre poche ? Je pense que tout réécrire en Rust, c'est déjà un bon... Non, sans rentrer dans les discussions trollesques. Alors bon, là, on sort un peu de mon sujet. Je pense que vous avez sans doute plus de réflexion que moi là-dessus. Mais bon, pour l'instant, le logiciel sans bug, on ne sait pas les faire. Moi, ce que j'ai l'impression de voir, c'est qu'il y a quand même un écosystème de... Tant que les bug bounty payent moins que les ventes de zero day, est-ce que... Enfin, je veux dire, c'est ce que vendent ces outils, ce que vendent ces entreprises, c'est des zero day à la chaîne, en fait. C'est que dès qu'il y en a un qui est grillé, il faut qu'il y en ait une autre. Et donc, ça veut dire qu'il y a un écosystème qui permet de les chercher. Alors, clairement, on voit alors Apple, mais Google, Project Zero, on voit du travail qui est fait pour améliorer ça. Alors, j'ai pas exactement les chiffres, mais je crois que peut-être plus d'un tiers des mises à jour d'Apple l'année dernière, ça a été fait sur de correctifs de bugs d'entreprises exploitées dans des attaques comme par Pegasus et d'entreprises similaires. Donc il y a vraiment maintenant, il y a beaucoup de bugs qui ont été corrigés, beaucoup plus qu'il y a quelques années. 2016, c'était la première fois qu'on voyait ça. Maintenant, il y a vraiment des découvertes de bugs qui sont corrigées très rapidement. Il y a du travail qui est fait. Alors encore une fois, c'est pas mon expertise, mais tout ce que j'ai lu sur les évolutions des contre-exploitations côté Apple et même Android, c'est en train d'évoluer. Ceci dit, la réalité, c'est que ces entreprises, 4 ans plus tard, elles sont encore là et elles vendent toujours des attaques avec des exploits. Donc, j'ai l'impression que le milieu de la sécurité offensive est en train de se dire que ça devient de plus en plus difficile.
Mais moi, j'ai du mal à croire qu'on va trouver une solution qui sera purement technique. C'est un peu un piège de personnes techniques, c'est-à-dire qu'on a une formation qui nous amène à chercher des solutions techniques à des problèmes techniques, et je pense que là, il faut quand même qu'on aille chercher des solutions politiques. Alors, solutions politiques sont pas simples à trouver, mais ceci dit, on se heurte quand même au marché des zero day, et puis au fait que si on met plusieurs millions pour acheter des zero day, à un moment, si on paye suffisamment, il y aura des gens pour les trouver, quoi. Ça, c'est aussi un bon indicateur externe. C'est certaines entreprises publient le prix auquel elles achètent les failles, et ces prix augmentent, ce qui est quand même un signe d'amélioration de la qualité logicielle. Ou alors il y a peut-être de moins en moins de gens qui en cherchent, j'en sais rien, mais c'est quand même une économie de marché, quoi. Oui, ça semble effectivement, moi tout ce que je lis semble aller dans le sens de c'est quand même de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus cher. Ceci dit, si on regarde sur un certain nombre d'États qui ont abusé, alors maintenant il y a quand même un grand nombre d'États sur lesquels il y a eu des rapports sur le fait que ces outils ont été utilisés contre des journalistes et contre des militants, contre des opposants politiques, et bien au-delà du Moyen-Orient, puisque maintenant on a des scandales en Grèce, en Pologne, en Hongrie, en Espagne, donc à quelques centaines de kilomètres de là où je suis. C'est probablement que ça va devenir plus cher et plus compliqué. On voit qu'il y a des jeux politiques qui sont en train de se faire, puisque les États-Unis ont pour le coup réagi de manière assez forte en mettant des sanctions sur un certain nombre d'entreprises dont NSO Group. Donc clairement, ça semblait dans une direction, ça va devenir plus cher. Est-ce que plus cher, ça va devenir inaccessible? Et je me demande si on va pas avoir une solution que finalement il y a un certain nombre d'États qui étaient prêts à y mettre, je sais pas, 5, 10, 15 millions, qui eux vont se retrouver avec des produits qui sont trop chers pour eux. Par contre, quand on voit que, par exemple, sur 4 ou 5 ans, le Mexique a dépensé, je crois, plus de 250 millions de dollars dans des contrats avec NSO Group, quand l'estimation, on n'a pas encore une fois, on n'a pas les contrats, mais avec un certain nombre de pays, notamment au Moyen-Orient, on parle en centaines de millions de dollars sur plusieurs années. Le fait d'augmenter le prix, c'est sans doute bien, mais est-ce que ça va suffire? Ok, Étienne, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin? Un des points intéressants là-dedans et qui moi me pose question, et j'ai publié un petit article dans MISC récemment là-dessus, c'est quand on regarde la sécurité informatique, pendant longtemps ces attaques on voyait comme attaquant la société civile, donc des ONG, des journalistes, et une des choses que j'ai trouvé vraiment fascinant, c'est que au moment de la publication des révélations du projet Pegasus, un certain nombre d'États, par exemple l'Union européenne ou les États français ou certains États européens, n'étaient pas du tout équipés par rapport à ça. Alors qu'on se retrouvait, on parlait d'attaques qui étaient publiées pour la première fois en 2016. Donc c'était pas quelque chose de nouveau, et pourtant c'est quelque chose qui était un peu en dehors de la sécurité informatique comme on la comprend, ou en tout cas comme on la comprend pour les États. Et je pense que pour moi, ce que ça questionne, c'est à quel point on a une bulle de la sécurité informatique, de ce qu'on va voir de la menace pour des entreprises, et à quel point moi je travaille dans le milieu de la sécurité informatique pour des ONG, et j'ai l'impression des fois de ne pas être dans le même monde ou de ne pas parler des mêmes menaces que les entreprises. Et je pense que ça, c'est un peu un défaut de l'analyse de la menace. Alors maintenant, tout le monde fait l'analyse de la menace, et c'est génial, mais j'ai l'impression qu'il y a des parties d'analyse, notamment sur le milieu des ONG, qui restent en dehors de ce que les États, les entreprises regardent, et je trouve que c'est assez dommage. Ok, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Étienne. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.